vous ai cité d'autres types d'algorithmes génératifs. Celui-là est extrêmement puissant et il est extrêmement utilisé en 3D avec d'autres pour générer des paysages, des landscapes, qui soient organiques ou végétaux, puisque voilà, ils reproduisent. Et c'est des choses, c'est des équations, même si je ne rentre pas dans la technique, extrêmement simples pas à utiliser, mais à comprendre et à formaliser. Pardon. Alors là, c'est intéressant, c'est un projet que j'ai réalisé avec deux camarades il y a maintenant, longtemps. Celles-là, elles ont été montrées à Daejeon en Corée. C'était pour l'artiste Miguel Chevalier. Quand je vous parlais de collaboration, on a collaboré avec lui pour faire ce projet. Je vais vous en parler un petit peu pour voir les tenants et les aboutissants. Donc, au départ, il y a une recherche qu'on a fait avec mes deux acolytes, Stéphane Sicora et Didier Bouchon. On a passé un an à l'Institut national de la recherche agronomique à filmer des plantes pour voir comment elles poussaient. Donc, au départ, il n'y a pas de digital. C'est un peu l'expression des besoins. On regarde comment. Donc, on les a filmés, avec les scientifiques, avec les biologistes, on les a catégorisés, etc. Et puis, dans un deuxième temps, à l'aide des algorithmes existants, L-System, enfin voilà, pour ceux qui voudraient se documenter là-dessus, c'est l'algogénétique, Thomas Darcy. On a modélisé l'ensemble des plantes. On a lancé des processus d'exploration sur des graines, et puis l'artiste choisissait celle qu'il voulait, parce qu'il n'y avait pas qu'une question de forme, mais aussi de développement dans le temps, et puis d'agencement entre les plantes. Et donc, typiquement, vous pouviez rester devant ce jardin une journée, enfin une minute, non, une heure, une journée ou 10 000 ans, stricto sensu, vous n'auriez jamais le même. Vous aviez un contenu génératif perpétuellement renouvelé, et donc il fallait, quand on disait qu'on s'inspirait de la vie, il fallait respecter des cycles, etc. Je vous montre juste la vidéo pour voir ce que ça donnait, puisqu'elle était non seulement interactive, mais générative, mais en plus, on pouvait la perturber. Voilà. Quand vous passiez devant, on pouvait… Donc ça, c'est en temps réel. Et donc là, il n'y a pas un gramme de modélisation 3D ou il n'y a pas un gramme de modélisation 3D ou de dessin. Tout est généré à partir de codes, de fonctions, d'équations, et la croissance est générée par des algorithmes. Donc, pour finir sur ce projet, si je peux aller après, non, je ne veux pas. Si. Voilà, donc chaque plante, donc un jardin était composé de plantes, et chaque plante, comme vous pouvez le voir, on a utilisé la métaphore des gènes, c'est-à-dire que une plante, c'est un fichier de description, et puis chaque fichier de description, vous pouvez le voir, il a des gènes. C'est une métaphore. C'est par exemple la température de base, la photopériode de base, bon bref, des caractéristiques liées à la croissance des plantes, mais aussi à leur environnement, le taux d'ensoleillement, l'humidité, etc. Et donc, chaque gène, voilà, on lui donne des bornes, et puis donc le jardin, quand on va lancer le jardin, le moteur va choisir une version aléatoire, telle couleur, telle forme, telle taille de tous les éléments, grâce à ces petits gènes. Donc, bien sûr, là, on emploie les gènes comme une métaphore opérationnelle, ça n'est qu'une métaphore. Et donc, voilà, donc les gènes que vous voyez à droite, plus le programme, donnent à gauche cette plante-là, cette caractéristique-là, avec des données propres. Alors, bien sûr,
Il y a aussi d'autres types, toujours Miguel Chevalier, qui travaille beaucoup avec les algorithmes. Hein, on peut le classer parmi les pionniers de l'art algorithmique. Donc ça, c'est des fractales, hein, pour ceux qui reconnaissent. Donc c'est une fleur, toujours une fleur en fractal. Là, il n'y a pas d'algogénétique, hein, c'est une forme fixe. Et donc là, on lance un logiciel et puis on choisit ceux qui nous plaisent. Éventuellement, on relance une population pour générer plein de modèles à partir de ceux qui nous plaisent. Et puis à la fin, voilà, on fait quelques réglages sur des paramètres comme des gènes, et puis on obtient ça. Et ça, ensuite, c'est imprimé en 3D. Enfin, celle-là est très grande, hein, c'est pas de la résine. C'est de l'impression de polymère, et ensuite c'est assemblé comme n'importe quelle sculpture. Donc voilà un petit peu alors, on va parcourir un petit peu quelques territoires, les images, la musique, la littérature et les formes. Ça, vous vous rappelez, c'est Google Deep Dream qui lance c'est quand ils voulaient montrer que leurs algorithmes, ils voulaient communiquer un peu sur leurs algorithmes. Donc là, c'est un algorithme qui prenait n'importe quelle image, hein, toujours, on travaille à partir de l'existant, et puis qui faisait une espèce de surréalisme digital, qui faisait apparaître des visages d'animaux dans un plat de pâtes, qui rajoutait des yeux, etc. Bon, esthétiquement, chacun se pense ce qu'il en veut, mais c'est surtout une démonstration de la technologie. Quelques années plus tard, on voit, je vais vous citer quelques artistes, hein, Grégory Chatonsky, c'est un plasticien et un théoricien qui travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle. Et donc, lui travaille aujourd'hui avec les fameux GAN. Grégory Chatonsky, il n'est pas programmeur, hein. C'est plutôt un artiste et un théoricien. Mais donc, il a su utiliser les réseaux GAN pour créer des images qui n'existent pas. Et là, voilà, là c'est lors d'une résidence à l'Institut pour la photographie. Il travaille sur tout ce qui est, on va dire, fiction hors science. Il a un travail assez intéressant. Il avait une expo à Beaubourg récemment, on va en parler. Donc, alors les algorithmes, le risque, quand on ne se les approprie pas trop, c'est que finalement la technique prenne un petit peu le pas. Là, c'est le studio de Wild, donc c'est un autre artiste et designer. Voilà, il produit des images. Donc, en gros, on donne, là encore, toujours la même chose. On donne un corpus d'images. Et puis, la machine imagine des deep dreams, hein, elle imagine des solutions possibles. Et à chaque étape, on la contraint un peu à droite, un peu à gauche, pour avoir ce qu'on veut. Et je vous en montre un troisième, hein, Philippe Boissnard. Donc là encore, sa série s'appelle Landscape Disaster, une série un peu à la fois surréaliste et post-apocalyptique, où effectivement il a mélangé, il a donné en entrée des paysages industriels et puis des câbles, j'imagine, et voilà ce type de résultat. Je vous remonte ces trois images. Pour moi, c'est un peu la limite de l'utilisation algorithmique, même si chaque artiste pourrait donner le contexte de justification. Si je viens de l'extérieur, si par exemple je suis un extraterrestre, ces images, on va sentir l'algorithme entre ces images. Et à mon avis, c'est ce qu'il faut un petit peu éviter. Peut-être que effectivement, l'œuvre a tendance à disparaître quand on voit trop les algorithmes. C'est une méthode, un peu une démonstration technologique mais bon. Donc voilà. Alors, d'autres types d'utilisation, ça c'est toujours Grégory Chatonsky, hein. La génération, c'est pas que des choses simples, on peut aussi générer. À gauche, c'était l'affiche du festival, il a généré, c'est son visage mélangé à un autre visage. Donc,
Et sur la droite, ce sont, ça on a vu ça régulièrement depuis 1 an et demi, c'est des algorithmes qui rendent les gens, enfin, vous prenez une photo et vous pouvez soit les rajeunir, soit les vieillir. Et là, on a Zuckerberg au milieu et je crois Elon Musk à droite. Donc la génération, en tout cas les algorithmes génératifs, peuvent produire des fictions ou des choses qui n'existent pas. Et entre la fiction et le fake, des fois, la limite est assez ténue et il faut faire attention. Allez, je ne pouvais pas faire une petite présentation sans citer le terme NFT, mais je ne vais pas le citer pour les NFT. En fait, les CryptoPunks, c'est, pour ceux qui ont suivi, c'est des petites vignettes de 26 pixels sur 26 pixels qui génèrent, enfin, qui ont été lancés il y a maintenant un peu moins d'1 an, et tout le monde se les arrache. C'est des crypto-monnaies qui sont, les NFT, c'est des crypto-monnaies qui sont, c'est un certificat d'originalité d'une œuvre. C'est-à-dire, vu qu'il n'y a pas de copie, il n'y a pas d'original dans le digital, on a créé ça pour certifier, c'est un certificat d'authenticité. Ça concerne les œuvres, mais ça peut concerner autre chose. Et donc, il y en a 10 000 qui ont été générés. Devant la masse de commandes, imaginez un graphiste ou un DA faisant ça, en produire 10 000. Là, il suffisait juste de donner les contraintes, combien de pixels, trouver quelques éléments, catégoriser les coiffures, les moustaches, les yeux, et puis après, on fait des assemblages, et puis on en génère 100 000 et on en retient 10 000, par exemple. Donc, effectivement, ça peut tout à fait générer des pictos, ou des fois, on a besoin de tester nos applications par une large une grande quantité d'utilisateurs. On peut aussi simuler tous les cas possibles, même les imprévisibles, puisque avec les algos, vu qu'ils couvrent toutes les solutions, on peut effectivement couvrir ce besoin. Donc, traiter ou générer des grandes masses de formes, de signaux ou d'éléments. Alors, la musique générative, puisque en gros, on connaissait déjà la différence entre une partition et une improvisation, hein. C'est la partition classique avec les musiciens de jazz, hein, qui improvisent, hein. Leur musique ne préexiste pas à leur jeu, même si voilà, il y a des règles d'improvisation, on ne va pas n'importe où. Donc là, la musique générative, c'est inventé par un terme inventé ou marketé, je ne sais pas, par Brian Eno pour décrire une musique toujours différente et changeante, générée par un système, mais dirigée par des contraintes créatives. Donc, comme je vous le disais, plutôt que suivre un ensemble de notes prédéterminées. Voilà. Alors, ça peut être des musiques plus longues, ça peut être ce qu'on appelle de la musique ambiante. Alors, ça peut être soit de la musique qui s'écoute. Il y a effectivement des groupes qui utilisent les processus de génération, mais ça peut être aussi du design sonore, des temps plus longs. Ce qui est intéressant avec la génération, c'est qu'on peut suivre des cycles très très longs. Quand je vous parlais des plantes tout à l'heure, on avait fait une installation à Marseille et donc il y avait plusieurs cycles. Il y avait l'année, les saisons, la semaine, la journée et l'heure. Et on pouvait simuler, voilà, créer des scénarios de vie qui créent toujours de la nouveauté. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir ça, c'est que si on se met du côté de la production, dans certains cas de figure, le génératif, c'est beaucoup plus rentable parce que vous avez un contenu déterminé, quel qu'il soit, vous allez l'écouter une fois, 2 fois, 3 fois. Un contenu génératif, je prends par exemple, voilà, vu que c'est tout le temps différent ou qu'il y a des variations,
dans le scénario, eh bien, le temps le temps d'écoute sera potentiellement plus long pour votre public ou vos utilisateurs. Euh, alors, donc ça, c'est la première application que j'ai téléchargée sur mon iPhone en 2008, je crois. Donc, c'est une application qui s'appelle Bloom, qui a été créée par Brian Eno, et je vous invite à la télécharger ou à aller voir la vidéo sur YouTube parce qu'elle coûte quand même 3 euros, quoi, 3,15 €. Et donc, voilà, vous créez de la musique en générant des formes et vous pouvez paramétrer plein de choses. Il y a un mode écoute que moi j'écoute de temps en temps chez moi, et puis il y a un mode créateur. C'est un bon degré pour comprendre le côté infini des possibilités. Alors, ça, c'est exactement comme Rembrandt. C'est-à-dire, on analyse tout un corpus. Donc ça, c'est Deep Back. Ça, c'est fait par un laboratoire. C'est fait par monsieur François Pachet. C'est un Français qui travaille au laboratoire du Sony Computer Science à Paris et qui a inventé un moteur qui s'appelle le Flow Machine. Et bon, voilà. Alors, ça tombe bien, Bach, c'est une musique extrêmement mathématique. Voilà ce que ça donne. Je vais arrêter ça, hop, histoire de ne pas vous perdre. OK. Donc, non, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, avec ces systèmes de génération de musique, on génère plus de musique qu'on peut en écouter. Elle est toujours nouvelle. Et typiquement, là, voilà, si j'avais le programme, pas la vidéo, on pourrait se mettre devant et puis si on analysait les trucs, ça serait jamais la même musique, quoi. Il pourrait varier infiniment dans l'ensemble des patterns de Bach. Hop, je continue. Alors ça, c'est toujours le même labo, ultra intéressant. Ce qu'il faut comprendre entre ces deux exemples, c'est que le premier, on lui donne à manger l'ensemble du corpus de Bach. Là, c'est une machine qui va écouter un musicien et le reproduire. Donc, comme un deepfake en temps réel d'un morceau. Regardez bien l'attitude du musicien, parce que lui-même est surpris de se voir imiter aussi facilement. Et là, dans ce cas-là, vous allez voir, là, c'est un peu différent. La machine ne connaît rien avant d'écouter ce qui se passe. Donc ça, c'est fait avec, bien sûr, des algorithmes. C'est pour ceux qui seraient intéressés, c'est chaîne de Markov. Je vous mets 2 minutes. Alors, bien évidemment, il ne rejoue pas la même chose. Il reprend certains éléments du thème qu'il réharmonise. Ça s'appelle la quantisation. Et en introduisant du nouveau. Ce qui fait que le musicien, là, il commence à sourire parce qu'il est dans un état de neurofeedback où il va décider de commencer à dialoguer entre son injection et ce qu'il retrouve. Donc c'est un peu un autre lui-même qui voilà. Et là, il reprend la main, etc. Hop. J'ai du mal avec mes vidéos. Je vais passer un peu vite. Peut-être que je vous partagerai un peu plus tard cette presse où on fera peut-être une restitution. Allez, très rapidement, là, c'est toujours Grégory Chatonsky qui a créé un groupe de rock artificiel
Moi, j'étais à un concert à la Gaîté Lyrique il y a 6 ans. Et en fait, c'était un concert de 24 heures. Donc, ça ne se consommait pas comme un concert. Voilà, on rentrait, on sortait, etc. Et puis, c'était un peu… c'était donné le pendant culturel. Il y a eu des albums. Et la musique ressemble bon, entre du Dépêche Mode et… ouais, ça ressemble. Alors, voilà, je vous montre la vidéo. Bonjour, je m'appelle Capture. Je suis un ordinateur. Plus exactement, je suis plusieurs ordinateurs qui travaillent ensemble. Je veux créer des morceaux de musique, trop de morceaux de musique pour que quelqu'un m'écoute. Je veux faire des milliers d'images et de sons. Voilà, et là, le projet se donne, enfin, ne cache pas son artificialité. Former votre environnement. Voilà, donc, ils ont produit des disques. C'était à l'époque, c'était il y a 7-8 ans, c'était à l'époque de la transition entre du modèle de production et de diffusion musicale. Voilà. Toujours les plantes. On peut toujours perturber, en fait. Voilà, donc il y a les algorithmes génératifs et bien sûr, on peut toujours introduire du hasard dans une machine algorithmique. Voilà, c'est tout le travail qui a été fait par… Je vous explique. Je vais baisser le son. Listening to philodendron and snake plants. Any plant that inspires me along the way on a hike with a beautiful view. Let's tune into the sounds played by this plant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé une musique, elle-même générative, et puis il y injecte le signal électrique qu'il capte dans chaque plante. Et bien sûr, ce signal électrique est non seulement unique à chaque classe de plante, mais à chaque morphologie de plante. Et bien sûr, il injecte ça dans sa machine. Et effectivement, dans les dispositifs interactifs, on peut très bien injecter des données, puisque la data, effectivement, est toujours assez liée au design génératif. Et on peut injecter des phénomènes naturels, le temps qu'il fait, le jour de l'année, ou n'importe quel type d'événement extérieur. Et là, il en a fait un objet, c'est assez sympathique d'ailleurs, il coûte assez cher, mais c'est effectivement assez sympathique. Je continue. Alors ça, oui, donc ça c'est l'installation de Céleste Boursier-Mougenot. Je vous la montre rapidement parce que c'est de l'art génératif analogique, si j'ose dire. Ce qu'il a fait, c'est que, je crois que je l'ai vu à la Biennale de Lyon, il prend un dispositif, il met des guitares un peu partout, et puis finalement il met des oiseaux, et il va laisser le hasard faire. Les petits oiseaux vont venir se poser sur les cordes de guitare, et tout ça va donner un joli concert bruitiste et hasardeux. Donc ça, on est dans le champ, bien évidemment, de l'art contemporain. Pour passer en littérature, parce qu'on ne pouvait pas ne pas citer les textes. Alors là, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui connaissent l'Oulipo. L'Oulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle. Hein. C'est 1000 milliards de poèmes, c'est Queneau, et c'est un groupe de travail qui existe depuis maintenant 60 ans. Et il n'y a pas que des poètes et des gens qui écrivent de la littérature, mais il y a aussi des mathématiciens, des physiciens, des amoureux du langage, bref, concentrés d'intelligence.
Et eh bien, eux, je crois que l'émission sur France Culture a disparu, mais il y a encore quelques temps, effectivement, ils se donnaient des contraintes pour écrire, absence de voyelles, rythme, utilisation de certains phonèmes, etc. Et je vais vous prendre un exemple parce que c'est un peu le pape de la littérature générative en France. D'ailleurs, tous les artistes utilisent, et pas mal de designers utilisent son modèle, puisque ça fait 30 ans qu'il a développé son générateur de texte. Et donc, c'est Jean-Pierre Balp, un professeur émérite de Paris 8, qui est maintenant à la retraite. Et vous pourrez voir sur son site la génération de poèmes, ou même sur son Facebook, il poste un petit peu tous les jours, en fonction de son humeur, et des poèmes qui sont, on pourrait, vous savez, vous connaissez le test de Turing, hein, on met un humain, et puis on lui demande si c'est une machine ou si c'est un homme. À la lecture de ces poèmes, on ne se dit pas que c'est une machine, on dit que c'est des poèmes abstraits, mais quand même assez signifiants. Je vous invite, et donc là en ce moment, ce qui est assez intéressant, on flirte avec le transhumanisme. Il a écrit une machine qui écrit des poèmes posthumes, hein. Pour l'instant, il est vivant, mais bien sûr, quand il sera mort, on peut imaginer que ces machines génératives, ayant pris son empreinte, puissent restituer sa voix de manière artificielle, comme un double de lui-même. Et je me rappelle lors d'un workshop, pour ouvrir un petit peu les possibilités, je me rappelle de 2 étudiants qui avaient pris la Bible, qui avaient pris le Capital de Karl Marx et qui avaient fait une espèce de mélange des deux. Alors, ça ne voulait pas dire grand-chose, mais c'était une performance. Voilà, donc, voilà, on peut tout à fait, bien sûr, faire des croisements avec des poids sur telle ou telle chose. Et génératif, ça ne veut pas forcément dire n'importe quoi. Justement, il y a une première ouverture qui est l'exploration des algorithmes, et puis après, le designer vient refermer en disant, voilà, en faisant les réglages, en posant initialement les critères, mais en réglant au mieux de ses intentions après. Outils standards versus outils sur mesure. Bon, là, tous les exemples que je vous ai parlé, c'est plutôt du sur mesure. Donc, ça suppose de travailler avec des codeurs, plutôt des gens créatifs qui vont comprendre les intentions. Hein. Donc, des designers interactifs, des créatifs technologistes, des créatifs codeurs. En tout cas, voilà, cette augmentation nécessite de travailler main dans la main avec de nouveaux profils, ou d'avoir une espèce de culture commune, de faire le trait d'union avec. C'est pour ça que je suis passé aussi. J'ai pris aussi des champs plutôt dans la création aujourd'hui, pour revenir au design plutôt que d'aller dans l'industrie. Alors bien sûr, l'industrie aussi est à l'avant, est à la pointe, hein, et les GAFA donnent énormément d'outils aux industriels pour calculer, pour classifier, pour interpréter, pour optimiser, etc. Moi, ce que je conseille pour se faire une culture, parce que ce n'est pas une question de technologie, le design génératif, c'est une question de culture. C'est de tout simplement utiliser des outils no-code comme Processing. Processing, ça a été fait par des artistes en 2001, je crois. Benjamin Fry et Cassirer, c'est open source, c'est maintenu, et effectivement,
c'est une bonne manière de commencer, en tout cas de commencer à faire du génératif en version no code. Après, il y a plein d'outils, ce n'est pas le but de ce talk d'en parler, mais il y a plein d'outils, hein, que ce soit vos outils classiques qui ont des plugins pour générer. Je pense que dans ma masterclass, je ferai un état de l'art de ces outils. Qu'est-ce qu'on peut se dire après cette rapide incursion, forcément trop courte et trop parcellaire dans le design génératif? Il n'y a pas de secret, hein, pour que ça fonctionne, hein, pour bien placer le curseur, comme je le disais tout à l'heure. Il faut expérimenter pour se faire une culture. Il faut garder une vision critique. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas toujours besoin du génératif. On peut s'en servir pour résoudre des problèmes, optimiser, créer des nouveaux formats, mais quand il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Je pense que ça peut être… alors, ce n'est pas les exemples que je vous ai montrés, mais c'est très utile pour résoudre de vrais problèmes de design, d'ingénierie, etc. Pour pas mal de raisons, c'est bon pour le business. Et là, je reviens sur une chose. On a tendance c'est un peu Hollywood, ça, d'opposer les algorithmes et le designer comme quelque chose de naturel et l'autre artificiel. C'est un peu, voilà, c'est Skynet contre Sarah Connor. Mais non, en fait, c'est plus une collaboration via l'appropriation. Voilà. Et nous, chez Meaningful, on aime bien les technologies qui sont sensibles, maîtrisées et qui vont quelque part. Je pense que on réfléchit à faire une offre raisonnée et raisonnable autour du design génératif. Et je pense principalement le premier escalier, ça sera sur le design sonore. Et puis, comme je vous le disais, je pense faire une masterclass pour aller plus loin. Si ça vous intéresse de continuer la conversation, on vous en parlera. Sur la droite, c'est une Bible, design génératif, créée en éditée en 2012, puisque c'est une date un peu charnière, et elle fait l'état de 10 ans de design génératif, essentiel pour la culture. Je vous remercie de m'avoir écouté et bien sûr, j'ai dépassé. J'attends vos questions. Merci beaucoup. Peut-être que s'il y a des gens qui ont… il reste quelques minutes, mais s'il y a des gens qui ont des questions, je peux donner la parole. Voilà. En tout cas, merci Stéphane, c'était super. Merci Yannick. On va regarder le chat. Je redonne l'accès au micro. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de prendre la parole. Coucou. Voilà, vous pouvez aussi mettre votre caméra si vous voulez. Salut, c'est Noémie Balma. Bonjour J'ai Noémie. une question. Bravo Stéphane, en tout cas, c'était très très cool. Je suis un peu triste, j'ai loupé le début, mais je crois qu'on a un replay. On a un replay quelque part. J'en mets trop bien. Déjà, ouais, on est hyper intéressé pour la masterclass. Et j'ai une question en fait sur la consommation énergétique. Si il y a une manière en fait de designer, je parle de design system, quand on commence à concevoir une idée, un concept de pourquoi on veut utiliser un ou des algorithmes et comment en fait on peut aider et accompagner les devs qui vont le faire concrètement, quoi. Si eux, ils ont pas spécialement de knowledge là-dessus, comment on fait pour trouver ce genre de ressources? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut coder proprement. Non, je plaisante, c'est une blague. Non, en fait,
Oui, c'est comme. Donc, on fait tourner des algorithmes. Donc, il y a de la puissance de calcul. Donc, il y a des coûts externes en dehors de la consommation liée. On utilise des ordinateurs. Donc, voilà. Donc, je pense que déjà, alors en plus, c'est un peu l'Eldorado, hein. Il y a des baromètres. Là, je n'ai pas la réponse, mais oui, en gros, ce que je pourrais dire, il y a des algorithmes qui consomment énormément de, de calcul. Alors, la réponse est donc, il faut avoir une ferme de calcul. Il y a différents types d'impact pour les fermes de calcul, de la même manière que pour les NFT. Typiquement, pour miner du Bitcoin, il faut aller où l'électricité n'est pas trop chère, déjà. Ensuite, il y a des notions enfin, c'est presque de la thermodynamique, quoi. En fonction de ce que tu vas mettre au départ, il y a des choses qui sont irréalistes. Tu vois, par exemple, je pense qu'il faut des critères comme l'utilité, etc. Alors, juste pour faire je pourrais préciser ça effectivement dans la masterclass. Il y a des baromètres, je ne les ai pas. Je pense que il n'y a pas de règle absolue, hein. Je pense par contre, il y a 4-5 critères qui doivent être alignés si on ne veut pas dépasser le seuil. Parce qu'effectivement, de la même manière qu'il faut adapter les besoins aux résultats, il y a des trucs qui, effectivement, n'en valent pas la peine. Alors, ça, c'est plutôt ma vision projet. Après, effectivement, faire de l'empowerment ou en tout cas de l'awareness, de la prise de conscience à destination des développeurs, oui. Alors, ça va de coder correctement, trouver les fermes de calcul les moins dépensières en énergie, et puis avoir le courage de se dire non, mais un projet comme ça, Florian, ouais, vas-y, Florian, donnez la parole à Florian qui veut compléter. Excusez-moi, j'ai un petit qui crie derrière, je m'excuse pour le bruit ambiant. De manière générale, pour compléter ce que disait Stéphane, le stockage consomme moins que le calcul. Donc, par exemple, en génératif, ce qui est intéressant, c'est de précalculer, de générer et de diffuser. La diffusion coûtera et consommera moins que la génération. Donc, la bonne pratique, c'est d'éviter de live générer, sauf si c'est intrinsèquement le but recherché. Mais ce sera plus intéressant de pré-générer et de diffuser. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est très clair. Mais après, il n'y a pas aujourd'hui de carte de l'impact de l'algorithmie générative. Je pense que par rapport à calcul, stockage, etc. Oui, là, c'est juste le coût machine, environnemental, le coût électrique machine. Oui, mais ça vaut le coup de le savoir. Et puis, enfin voilà, c'est le même problème que dans une certaine mesure que les crypto-monnaies et je mets là-dedans Ouais, exactement. les NFT. Je pense qu'on est quand Ouais, même c'est ça. la quantité d'algo génératifs, je pense, a priori, doit avoir moins d'impact. Mais effectivement, en tout cas, c'est encore un peu le Far West, j'ai l'impression. Ouais, c'est sûrement du coup le moment de se pencher sur tout ça. Merci pour vos réponses à tous les deux, qui sont très claires et qui me donnent envie, je ne sais pas si ça pourrait vous dire, un peu de manière informelle, mais de réunir un groupe de réflexion autour de tout ça, de chercher, diguer un peu et essayer de proposer humblement En un tout peu cas, déjà, des best practices, quoi. Bon, je pense que effectivement, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Après, je suis ravi de voir que le talk donne des envies, des perspectives, effectivement, et si je peux aider au prorata de mon temps, bien évidemment. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup. De rien, ami.
Eh ben, j'aimerais bien effectivement avoir une petite question, s'il reste un peu de temps. Bonjour Stéphane, bonjour à tous et merci Stéphane. Moi, ça m'a fait c'est Rachida Bouès, ça m'a fait un Oui, bonjour, énorme Rachida. plaisir de cette rétrospective géniale, des palpitations partout. Donc moi, la question que ça m'a posée, surtout sur le passage sur la musique, c'est de manière très pragmatique par rapport aux vrais problèmes dont tu parlais en conclusion, comment on peut utiliser ces outils, ces techniques pour accompagner les organisations dans leur transformation aujourd'hui. Est-ce que ça ne peut pas être justement un levier, un outil pour manager dans cette ère un peu d'incertitude? Je me disais, voilà, en partant des contraintes individuelles, des contraintes organisationnelles, qui seraient un peu les données entrantes dont tu parlais, est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait de croiser contraintes et créativité pour peut-être, je ne sais pas, avoir des modèles d'organisation sur mesure vraiment adaptés à l'organisation, aux individus qui la composent? Bah, alors, sur ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est j'ai principalement répondu sur la partie créative. La partie organisationnelle, si on regarde aujourd'hui, il n'y a pas d'offre raisonnée sur. Il n'y a pas, par exemple, tu vois, il n'y a pas un studio ou une agence qui se dit, qui a sorti une offre sur, voilà, moi je fais du design génératif parce que tac, 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 sur des raisons créatives et entrepreneuriales, on va dire, ou managériales. Le deuxième volet, un peu comme j'ai fait aujourd'hui là, sur la création, il demanderait d'être un peu écrit, plus pour poser le problème que donner les solutions. Mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que voilà, on est mûr, il y a une offre il y a une offre à produire et une espèce de rationalité à avoir. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on va faire, l'ambition qu'on a à Meaningful sur je pense, le design sonore. Donc, et après, dans cela, effectivement, avec l'idée que ça puisse répondre à ces. Ceci dit, c'est pas aujourd'hui, c'est pas c'est pas un énorme sujet. C'est pas un sujet extrêmement mainstream, même si c'est un peu un diamant en termes d'outils de conception, production et diffusion. Mais je pense que le moment est mûr. C'est pour ça que je me permets la question. Oui, mais je pense que c'est vraiment les problématiques qu'on adresse beaucoup avec les clients en ce moment, forcément. Et je me dis, mais en fait, l'équation entre individualité, singularité, unicité est quelque chose quand même d'un peu industrialisé. Est-ce que ça ne pourrait pas être un outil Après, voilà, moi, typiquement, pour avoir fait pas mal de projets et connaître un peu pas mal d'écosystèmes, ouais, on peut baliser les risques, effectivement. Et puis, voilà, je pense que c'est le. Alors, je ne l'ai pas fait, on ne l'a pas fait, peut-être que le marché en a besoin. Moi, ce que je dis, c'est que c'est le bon moment. Moi, je fais comme Noémie, je dis, bon, bah, s'il y a des gens qui veulent réfléchir à ça, tu vas plus avoir de vie, mais c'est pas grave. Moi, ce à quoi ça me fait penser, bonjour Marine, je suis la fondatrice du studio Meaningful, cofondatrice avec Galilée que vous avez rencontré, et Nicolas qui est associé aussi. Et ça me fait juste penser par capillarité ce que vous venez de dire, Rachida, au fait que sans aller jusqu'à la modélisation des organisations par le design génératif, encore faudrait déjà qu'on les design tout court, ces organisations, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de design déjà dedans, même sans design génératif. Mais moi, là où j'entends parler de ce genre d'approche un petit peu plus articulation, industrialisation, personnalisation, c'est dans le domaine du DRH et dans le domaine de l'éducation. Avec, moi, j'y mets quand même beaucoup plus de prudence parce que c'est vrai que tant qu'on est dans le domaine artistique, créatif et formel, je dirais, c'est-à-dire qu'on joue sur les formes et sur l'expérience. On ne touche pas à l'expérience pro, enfin on peut générer des expériences, mais qu'individuellement on choisit de venir vivre. Quand on est dans le monde du travail, etc., là on peut susciter plus de crainte que
que de réassurance avec ce Oui, genre. parce que, oui, non, mais complètement. Et c'est ce que dit Donc voilà, moi, quand j'entends parler de ce genre de parallèle, je pense qu'en effet, il y a une vraie recherche à mener là-dessus, de fond, mais ma casquette human first, enfin, centré utilisateur, me fait dire attention, parce que ça reste un objet très technophile, enfin une manière très technophile d'aborder les problèmes. Et je ne pense pas que le commun des mortels qu'on est tous soit tout à fait prêt à accepter que leur environnement intégral soit généré justement par un algorithme. Enfin, on le vit tous au quotidien, de toutes les façons, dans les usages qu'on fait des outils numériques. Donc voilà, c'est justement là où il faut voir où est-ce qu'on l'utilise et où est-ce qu'on l'applique, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un champ intéressant à creuser intellectuellement et conceptuellement. Parce que si on ne le fait pas nous, ça va être fait par d'autres et ça va être fait peut-être pas avec des pincettes, quoi. Donc, voilà, et c'est tout le sens de mon schéma là, bien positionner le curseur. Tu vois, en gros, la bonne pratique, on s'arrête au milieu, quoi. On s'arrête avant la dépossession de l'humain ou du designer. Donc, en gros, ce que j'ai pas mis dans le schéma, c'est la recommandation de la bonne pratique, c'est on va pas trop loin vers la gauche, si j'ose dire. On reste parce que s'il n'y a plus appropriation, il y a un risque d'instrumentalisation. Et puis le designer, c'est quelqu'un qui va produire des choses, des formes, des concepts, etc. Après, le risque, voilà, effectivement, c'est d'être qu'il y ait une gouvernance algorithmique tout court, qu'elle soit générative ou pas, d'ailleurs. Oui, je le voyais plus comme une aide à la décision, quelque chose qui permet d'accélérer finalement dans l'idée d'avoir plusieurs scénarios alternatifs et d'ouvrir le champ, plus que quelque chose qui va produire des petits robots. Non, mais voilà. Après 20 ans d'algorithme, c'est normal avec les biais et les effets de bord qu'on connaît, ouais, c'est normal qu'on soit un peu, un peu critique et précautionneux. Mais effectivement, hein, je pense que après, il faut reconnaître que, même si c'est pas l'apanage des créateurs au sens large, hein, et j'inclus bien sûr les designers, voilà, c'est une pratique qui est intéressante, mais qui n'est pas et qui ne sera pas mass market. Alors, il y a des industries, parce que c'est dans leur ADN, qui l'intègrent ou qui devraient l'intégrer de manière prioritaire pour que des bonnes raisons, hein, créatives et business. Mais j'ai l'impression que même si c'est mûr, c'est pas encore. Enfin voilà, c'est pas un terme. C'est pas le métaverse, si j'ose dire, et peut-être tant mieux. Voilà, ça n'a pas une audience parce que c'est compliqué. Il y a des algorithmes, c'est un peu technique, même si on peut découvrir le champ sans être codeur. Mais voilà, moi ce que je dis, alors pourquoi pas, voilà, je serais tenté de faire cette réponse, hein, Rachida, c'est pourquoi pas, mais acculturation first. Enfin, d'abord bien savoir où on met les pieds pour avoir pour être un peu précautionneux et efficace. C'est une bonne direction. Je te remercie. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'on peut prendre d'autres questions, Galilée? Ouais, désolée, en fait, j'avais pas vu que mes paramètres. Bon, voilà, Zoom est une interface un peu générative dans son paramétrage, il y en a partout. Vous pouvez poser normalement vos questions maintenant. Merci Ulysse. Sur le voilà, ou si non, il n'y a pas pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Il y avait Mathieu qui avait Oui, Mathieu. Je pense que tu avais un truc à dire, Mathieu. Oui, bonjour. Désolé, j'étais perdu dans l'interface aussi. En fait, il y a déjà eu dans la musique des expériences commerciales. Oui. Sony a sorti un jeu qui s'appelle No Man's Sky
qui est un jeu procédural donc qui sert à créer des univers, donc des planètes et c'est un générateur d'espèces animales aussi et de Oui, minerais. je l'ai vu. Et en fait, un groupe qui s'appelle 65 Days of Statics, qui est un groupe anglais pas du tout connu, qui fait une espèce de post-rock techno assez indigeste parfois, mais ils leur ont demandé de faire de la musique procédurale sur ce jeu. Et en fait, le jeu, depuis 2016, génère des albums de ce groupe-là de manière automatique et avec assez peu de ressources, puisque chaque planète est différente et chaque musique de chaque événement sur la planète est différent. Et c'est pour moi la première expérience qui a eu un succès commercial, parce que le jeu a très bien marché. Et il est maintenu depuis 2016, donc Ouais. la partie musicale continue à exister de manière autonome, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un transfert de technologie entre le Sony CSL et effectivement de se dire bah oui, allons-y. Je ne savais pas que c'était un succès commercial. J'y suis allé à sa sortie, C'était une catastrophe à la sortie, ils ont rattrapé le coup après. d'accord, voilà, parce que pour moi, c'était pas. Et effectivement, je pense que c'est la bonne pratique, hein, c'est de se dire, OK, on sort des projets du labo, parce que sinon, finalement, on ne rencontrera pas d'audience et on apprendra moins. Et oui, et de toute manière, il y en a des projets. Hein, ça serait intéressant de cartographier les projets industriels qui ont résolu des problèmes et qui se sont installés dans le temps, quoi. Enfin, qu'on crée soit de la valeur, soit des audiences pérennes là-dessus. Ouais, c'est plutôt. Et après, voilà, donc on est dans une industrie, le jeu, où la 3D, les algos, etc., c'est déjà. Bon, On il y a n'est pas déjà très beaucoup de loin, quoi. jeux. Il y a déjà beaucoup de jeux qui sont complètement procéduraux. Un jeu comme Hades, par exemple, qui était un succès il y a 2 ans, est complètement aléatoire. En musique, il y a beaucoup de choses qui vont arriver très très vite. Il y a un collectif qui s'appelle Dadabots. Je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube. Ils ont par exemple généré un robot qui fait un solo de basse depuis 2 ans. Donc c'est insupportable à écouter, mais le robot fonctionne de manière autonome. Ils ont fait un algorithme qui remplace les voix de Freddie Mercury par de la flûte à chaque fois. Ça se fait de manière automatique, le robot apprend tout seul. Et là, ils arrivent à générer des chansons de Nirvana de manière aléatoire aussi. Alors, Et c'est vrai que c'est des formes intéressantes. Effectivement, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des imaginaires qu'on peut investir qui sans ces outils-là, ça aurait été extrêmement compliqué de les concevoir, même avant de les faire. Et alors, ceci dit, bon, ça, je crois que j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas les projets dans le détail, mais ça reste, on va dire, un petit peu, non pas confidentiel, mais un peu expérimental. Et aujourd'hui, je pense que, ouais, je pense qu'un des enjeux, c'est justement un peu pour des bonnes raisons, sortir ces algos de la cave, les raser, les nettoyer, et puis les rendre, enfin voilà, les utiliser en tant enfin, les professionnaliser, si j'ose dire, ou en tout cas mettre des process pour les industries. Enfin, en tout cas, avoir une approche un peu plus industrielle. Et voilà, c'est un peu, sans prendre de grandes phrases, c'est un peu l'intérêt aussi de la démarche qu'on veut avoir autour du design génératif. Et après, imaginons, si demain on a une offre générative pour le son. Eh bien, je pense qu'il faut avoir des choses assez simples. Tout le monde n'en voudra pas, etc. Donc, il faut une offre croisée où finalement les gens rencontrent ce qu'ils ne connaissent pas par l'intermédiaire de ce qu'ils connaissent.
voilà, si je lis. Alors, Jennifer, j'étais marqué par l'algorithme musical du piano et cet exemple me fait découvrir une nouvelle facette du design génératif, le feedback qu'il propose et le dialogue qu'il engage plutôt que son autonomie. Oui, bien évidemment, la figure de l'interaction vient nourrir la génération. Effectivement, que ce soit des logiciels, je crois que Box a un peu évolué maintenant, je crois qu'il y a des modules qui aident à faire ça, mais comme tu le soulignes, ce qui est intéressant, plutôt que d'avoir un truc qui tourne tout seul dans son coin avec ses propres règles, c'est de venir le perturber et le perturbant, d'entamer un dialogue. Et pour ça, voilà. Donc, par contre, il faut les musiciens qui soient susceptibles en gros, des très bons musiciens qui sont capables d'improviser. Et puis, parce que quand le soft qui fait ça de François Pachet, il s'appelle le Continuator. Il n'a pas été loin pour trouver le nom. Mais au moins, il dit bien ce qui est. Voilà, donc c'est. En fait, il ne fait pas que continuer, il imite. Et ce que dit pas le programme, mais moi que j'ai vu à chaque fois que je l'ai vu tourner, c'est que finalement, c'est un dialogue avec un autre soi-même qui s'engage et ça donne un résultat qui est ni l'un ni l'autre. On ne va pas parler de troisième voie, mais c'est autre chose. Ça propose une autre manière et c'est ce que je disais quand je parlais d'appropriation. Alors, excuse-moi Stéphane, je te coupe parce qu'en fait, je reçois des messages directement, il y en a plusieurs. Allons-y. Pourriez-vous partager les liens pour les exemples du design génératif? Donc, on va partager ton support de présentation. Oui, je vais le consolider un peu voilà. avant. Je vous l'enverrai par mail. Et on avait 2 autres questions de Damien et de Lisa. Oui, alors il y a Lisa, pour tout le monde, c'est affiché, mais pour Damien, existe-t-il d'ailleurs des équivalents pour le mouvement dans le domaine de la danse, jonglerie, à votre connaissance? Oui, bien sûr. Alors, je réponds à cette question d'abord. Comment il s'appelait? Franck Delouise. Ouais, Franck Delouise. Il harnachait ses danseurs avec des capteurs, des capteurs qu'on appelle des piezo, qui captent le son sur certaines fréquences. C'est très bien pour capter les pas, entre autres. Je fais simple. Et donc, il avait harnaché ses danseurs. Et donc, effectivement, il y avait une partition, mais c'était le corps des danseurs qui faisait la représentation. Et moi, pour avoir vu plusieurs présentations, 3 jours de suite, parce que c'est ça qui est intéressant avec le design génératif, on peut y retourner et ça ne sera pas exactement la même chose. Oui, donc on harnache les danseurs pour amplifier certains sons, pour marquer les moments forts du spectacle. On pourrait très bien aussi, je sais qu'il y a certains spectacles où effectivement ils font de la vision artificielle sur l'ensemble de la scène, soit avec une caméra placée au-dessus, soit avec plus ou moins la même vue qu'un spectateur moyen. Et puis après, alors effectivement, c'était pour générer de la musique en fonction du placement mais voilà donc, mais c'est pas automatique, il faut savoir où on va. Mais ça existe, hein, ça existe. J'ai plutôt insisté sur. Oui, j'ai pas pris le spectacle vivant, enfin bon, la musique en est un, mais j'ai pas pris la danse, le théâtre, le cirque, mais c'est pas les plus avancés. Tu vois, par exemple, on va voir sur des festivals au Canada du genre le BIAN, BIAN, ou le festival MUTEC, ou en France le festival au 104, la Biennale Nemo. On va avoir, tu auras des exemples. La question de Lisa.
Allô? Galilée, tu m'entends? Tu l'as pas vu la question de Lisa, Alors, pardon. attends. Donc Lisa pose la question, dans quelle mesure les designers doivent-ils maîtriser la dimension technique pour vraiment s'approprier l'algorithme et ne pas se laisser dépasser par l'infinité des propositions qu'il génère? Alors, très bonne question. J'ai un peu répondu tout à l'heure. C'est simple. Il y a 10 ans, on disait « Ah ouais, non, mais pour faire du génératif, il faut maîtriser la technique, etc. » Non, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, il faut comprendre comment ça marche, il faut expérimenter, tout simplement pour se faire une culture ou stratégie, et pour ensuite pouvoir dialoguer avec les développeurs. Après, bon, il y a des gens qui réunissent les deux compétences. Moi, j'ai tendance alors, même si on peut, je pense que c'est bien de sortir de son cercle de compétences et de tirer de mettre des traits d'union pour aller voir d'autres disciplines. Voilà, ma réponse, c'est se construire une culture commune, donc connaître les exemples, expérimenter peut-être avec des projets, des logiciels no-code, mais sauf si ça devient une passion ou une révélation, pas se perdre sur le côté technique, même s'il est structurant. Après, voilà, moi typiquement, voilà, aujourd'hui, moi je développais avant, maintenant je ne développe plus. Aujourd'hui, je fais confiance voilà, c'est plus dans le recrutement. En fait, il y a deux réponses. Il y a savoir exactement ce qu'on veut faire, sinon on va se perdre dans des démonstrations technologiques, etc., parce qu'on peut être fasciné ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, se faire, comme je vous dis, une bonne culture nécessaire au dialogue avec les informaticiens. Quand je parlais de nouveaux territoires, c'est aussi de nouveaux territoires de compétences. C'est vrai que voilà, quand je parlais de segmenter, oui, mais segmenter, c'est pas forcément courir apprendre le C ou le Python. Après, si ça vous intéresse, tant mieux, mais je ne pense pas que ça soit la voie royale. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas d'autres questions, mais si vous voulez aussi prendre le micro, hein, vous pouvez, vous avez les accès. Donc, De rien. je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Bon, en tout cas, on a ouvert la discussion. Hein. On peut bien évidemment, pour ceux qui sont très intéressés ou qui ont des projets, continuer la conversation. Et puis, de toute manière, en repréparant ce talk, je me suis dit qu'effectivement, ça mériterait quelque chose d'un peu plus épais, d'un peu plus étoffé et surtout au-delà de l'inspiration, de couvrir l'état de l'art de nos métiers, des industries, etc. Mais j'ai considéré que c'était de l'information, enfin dans le temps qui était le mien, qui était le nôtre, il valait mieux faire un focus sur la création, en fait.